Chaque mardi soir de 22h à minuit, musique et confidence avec Ludovic Bezeron sur Contact FM. Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Vous avez peur de nous. Vous avez peur du changement. Je ne connais pas l'avenir. Je ne suis pas venu vous dire comment tout ça finira. Je suis venu vous dire comment ça va commencer. Je vais raccrocher ce téléphone. Et ensuite je montrerai à tous ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Je leur ferai voir un monde sans vous. Un monde sans loi ni contrôle, sans limite ni frontières. Un monde où tout est possible. Contact FM. Chaque mardi soir de 22h à minuit, musique et confidence sur Contact FM. Contact FM avec Ludovic Bezeron. Contact FM, encore plus de musique. Vous écoutez Musique et Confidence. Musique et confidence. Musique et Confidence. Sur Contact FM. Contact FM. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle formule radiophonique proposée exceptionnellement sur Internet en attendant sa diffusion prochainement sur les ondes de Contact FM, la seule radio de l'Aude qui vous fait regarder la région d'une autre oreille. Crise sanitaire oblige, l'accès à nos studios étant suspendu temporairement, et bien c'est depuis ce dispositif aménagé pour l'occasion que je vous invite en toute sympathie à découvrir ce que j'ai imaginé pour vous. Il s'agit d'une invitation nocturne à l'ambiance musicale feutrée, propice aux rencontres et aux confidences. Contact FM. Contact FM. En effet, chaque mardi soir de 22h à minuit, j'invite celles et ceux qui le souhaitent à venir se confier à l'antenne. Alors que vous soyez une célébrité, un personnage populaire ou un parfait inconnu, venez me raconter votre histoire. Venez me parler d'une expérience vécue qui a marqué votre existence, bouleversé votre carrière ou encore changé le cours de votre vie. Venez partager avec moi votre point de vue sur un sujet personnel, professionnel ou même de société. Venez m'expliquer les raisons de votre optimisme ou au contraire les causes de tous vos tourments. Venez m'exposer votre théorie, celle que vous souhaitez aborder ou encore défendre un projet qui vous tient à cœur. En direct et durant près de 2 heures, vous allez pouvoir vous exprimer en toute liberté. Dans l'espace commentaire, les auditeurs, eux, pourront interagir avec vous car je vous ouvre l'antenne pour une émission qui vous ressemble, musique et confidence. Contact FM. Contact FM. Ce soir, au programme de Musique et Confidence, je reçois Marianne Lanoux qui nous parlera du pouvoir des émotions. Oui, vous avez bien entendu, c'est du pouvoir émotionnel dont nous allons parler. C'est-à-dire comment cela fonctionne, à quoi ça sert, pourquoi sont-elles utiles dans notre existence et si possible, pouvons-nous les contrôler ? Côté musique, plusieurs titres pour vous accompagner dans cette émission. Bebop Jazzy, Glory of Love, Coaching Action, First Emotion, Trompette d'atmosphère, Bolero del Sol, For Anna with Love, Cherry Love et enfin Blue in Love. Des œuvres instrumentales que je vous invite à découvrir durant ces prochaines heures pour un accompagnement nocturne orchestral et une programmation musicale
toujours plus exclusives. Alors, sans plus tarder, et avant d'accueillir notre invité, je vous propose un premier titre intitulé Bebop Jazzy, issu de l'album Jazz, interprété par Johan Bourdin et Vic Adam, disponible chez Ibo Music. Si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Nous sommes en direct jusqu'à minuit sur Contact FM. Vous êtes à l'écoute de Musique et Confidence, le rendez-vous nocturne qui vous permet de libérer votre parole et surtout d'exprimer vos émotions. Justement, ce soir, c'est du pouvoir des émotions dont nous allons parler. Et pour vous accompagner durant tout ce programme, je vous demande de bien vouloir porter un tonnerre d'applaudissements à notre invitée de la semaine. Merci d'accueillir chaleureusement Marianne Lanoux, fondatrice de la méthode d'expression des émotions, mais aussi consultante sur Docteur Plus, le premier site d'accompagnement et de bien-être réunissant près de 200 professionnels de la santé qui œuvrent chaque jour à aider celles et ceux qui en ont le plus besoin à se sentir mieux dans leur quotidien. Bonsoir Marianne Lanoux, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vous sentez-vous ce soir ? Bonjour Ludovic, écoutez, je me sens très bien et je vous remercie de m'avoir invité pour cette émission qui s'intitule Musique et Confidence. Bien, maintenant, je vous écoute. Posez-moi les questions que vous désirez me poser. Avant de commencer à parler du sujet qui nous réunit aujourd'hui, pourriez-vous prendre un instant et vous présenter à nos auditeurs ? Alors, j'habite actuellement en Haute-Savoie, dans un petit village qui entre Annecy et Aix-les-Bains. Depuis maintenant bientôt une dizaine d'années, donc je suis dans cette contrée qui est merveilleuse, magnifique, enfin tout. Quand j'ai besoin de me ressourcer, en fait, ce sera soit le lac d'Annecy, soit le lac d'Aix-les-Bains, soit la montagne, au choix. Pourquoi j'ai choisi cette région ? Parce que j'ai toujours eu envie de venir en montagne, parce que je sais que c'est un endroit où on peut facilement se reposer et se ressourcer. Donc, au vu de ma reconversion professionnelle, donc en fait, c'était un lieu qui m'attirait et qui m'a permis en fait de faire de belles rencontres également.
notamment les personnes qui m'ont formé au coaching. Et donc, c'est ce dont je vais vous parler ce soir. Merci pour cette belle présentation. Pourquoi avoir choisi d'accepter cette invitation ? Bien, j'ai choisi d'accepter cette invitation parce qu'on m'avait invité sur le sujet des émotions. Et donc, c'est un sujet que j'ai cherché à maîtriser lorsque j'ai fait mes formations de coaching. Donc, je me suis trouvée dans une situation un petit peu délicate dans la mesure où les formations que j'ai faites n'ont pas vraiment répondu à mes questions sur ce sujet, donc les émotions. Et du coup, j'ai cherché des réponses. Et à force de chercher, bien comme on dit, on trouve toujours. Alors du coup, j'ai trouvé beaucoup de réponses techniques, scientifiques, qui m'ont permis, de faire tout une formation carrément. J'ai eu toutes ces informations, les unes après les autres, je les ai triées pour en faire une formation et un jeu que j'ai appelé Clé-Idée et qui me permet actuellement de travailler sur les émotions, de pouvoir les gérer, de pouvoir les identifier et de pouvoir surtout savoir quoi en faire, parce qu'en fait le gros problème actuel, c'est qu'on a tous des émotions mais on ne sait pas trop comment ça fonctionne et surtout tout a été dénaturé, ce qui fait que chaque émotion que l'on ressent, c'est plutôt artificiel actuellement. Donc mon objectif, c'est de rendre les choses plus naturelles et de faire comprendre à chaque personne comment fonctionnent les émotions, pourquoi ça existe et comment surtout les gérer. Eh bien justement, voici donc en guise d'introduction un document sonore extrait de l'excellente web-série intitulée « Et tout le monde s'en fout » de Fabrice Debony et d'Axel Latueda sous la direction de Christophe Baudouin de Mia Productions. I don't want to set the world on fire. Je voudrais juste revenir sur un tout petit détail. Ton cerveau, ça te dit un truc ? Bon, en vrai, je devrais dire tes cerveaux parce qu'en fait, t'as des neurones dans ton ventre, dans ta tête et dans ton cœur. Vous pensez pas qu'il serait temps de s'intéresser à ce qu'il raconte ? Non, parce qu'il faut attendre 1932 pour qu'il y ait enfin un prix Nobel qui découvre la fonction d'un neurone. Et il faut attendre la fin des années 60 pour qu'on invente la neuroscience. Il y a eu 19 siècles avant. Et en 99, non, en 95, non, bon bref, on s'en fout. Il y a Daniel Goleman qui écrit l'intelligence émotionnelle. Bien ? Ouais. Donc en fait, l'intelligence émotionnelle, c'est le langage de ton cerveau. Ton cerveau te parle, mais tu comprends rien à ce qu'il dit. Et quand tu comprends rien à tes émotions, tu comprends rien à ton cerveau. Salut, c'est facile de critiquer. Quand je suis énervé, je peux rien faire. Neurosciences appliquées. Pour simplifier, t'as 4 émotions principales. La colère, bonsoir. La tristesse, bonsoir. La peur, bonsoir. Et la joie. Salut. Et quand une de ces émotions se manifeste, ce qu'elle veut, c'est te pousser à faire un truc. Fais un truc. L'émotion, c'est ton cerveau qui te dit réagis. Par exemple, la colère, elle te le dit pas. Mais tu vois pas que c'est rouge, connard! Elle te dit j'ai besoin que mes valeurs soient respectées. Merci, voilà, merci. Et fais gaffe. Quand t'es en colère, tu produis du cortisol. Et le cortisol, quand on a trop, à la longue, ça ronge tes neurones. Mais ça te permet d'attaquer. T'imagines l'état des neurones du gars qui passe 3 heures à écrire un commentaire vénère sur Internet ? Non mais c'est juste un exemple. Pour 1 minute de colère, il faut 1 heure à ton système immunitaire pour évacuer ton cortisol. 5 minutes, 5 heures. Tu me dis si je vais trop vite. Et la tristesse, elle te le dit pas. Non mais parce qu'après elle est repartie. Elle te dit, désormais, je suis disponible pour un renouveau. Donc en gros, quand t'es triste, c'est que ton cerveau a compris que c'était fini. Mais pas toi. Et que si tu commences autre chose, t'arrêtes d'être triste. La peur, elle te dit pas. Elle te dit, voilà ce qui pourrait arriver si tu ne réagis pas. Ça veut dire bouge ton cul. Ah, et au passage, il n'y a que 8% de tes peurs qui sont fondées sur une menace concrète. 8. Tout le reste, c'est dans ta tête. T'es pas obligé d'être condescendant pour expliquer les trucs. Oh mon Dieu, je vais mourir. Donc en gros, c'est 3 signaux qui te disent tous la même chose. Fais une action pour revenir à ton émotion de base, la joie. C'est moi. C'est la seule de tes émotions que ton cerveau essaye de reproduire en permanence. Et ce que tu sais peut-être pas, c'est que le sourire, il est à l'origine de ta joie, et pas le contraire. Parce que quand tu souris, même si tu te forces, tu produis de la sérotonine et de la dopamine qui te provoquent un sentiment de bonheur.
Donc en gros, l'émotion, c'est un signal qui dure quelques secondes. Et le sentiment, c'est le temps que tu accordes à ce signal. Donc au final, le bonheur, c'est le temps que tu accordes à ta joie. C'est moi. Tu commences... Et tout le monde s'en fout. So, bongo, 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 I don't wanna leave the Congo, no, 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 no. Oui, c'est moi. Je peux revenir, c'est bon, il est content. Quoi ? Mais ça fait 30 ans qu'il gueule. Bon, passe-moi colère. Non, ne pleure. Ne chiale pas, je te crie. Musique et confidence, vous l'avez compris, ce soir, c'est du pouvoir des émotions dont nous allons parler en compagnie de mon invitée, Marianne Lanoux. Dites-moi, Marianne, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous intéresser à un tel sujet qui, au fil du temps, est devenu votre mission quotidienne. Je veux parler des émotions, bien sûr. La première chose, en fait, c'est que moi-même, je ne savais pas faire quand j'ai entrepris cette démarche. Donc ça me posait vraiment de graves difficultés dans ma vie quotidienne. Et donc ces formations de coaching, en fait, ont révélé en moi des besoins bien particuliers. Et à chaque fois, j'ai fait des formations. Donc j'ai fait une formation de coaching avec Alain Quérol. Ensuite, j'ai fait une formation de PNL avec Paul Pironnet. Et dans chacune de ces formations, en fait, je me suis trouvée confrontée à un manque. C'est-à-dire qu'on survolait le sujet des émotions, on en parlait, mais je suis restée sur ma faim à chaque fois parce qu'en fait, je savais pas tous les détails. Et du coup, j'ai entrepris d'aller chercher ces détails. Et en fait, c'est devenu, je dirais, ma mission de vie parce qu'en fait, j'ai arrêté pratiquement tout le reste pour ne m'occuper plus que de ça, en dehors de mes activités annexes, bien évidemment. Et donc c'est comme ça que j'ai entrepris ces recherches. En fait, je suis devenue en quelque sorte chercheuse indépendante sur les émotions. J'imagine que lorsque l'on devient jeune fille et que la vie nous ouvre les bras, on ne pense pas à première vue à ce que nous sommes, plutôt à ce que nous avons envie de devenir. Depuis quand vous êtes-vous intéressé à ce passionnant sujet qu'est le pouvoir des émotions ? Quand vous êtes-vous découvert finalement cette mission ? Bien, je me suis découvert cette mission il y a une dizaine d'années, donc j'avais 48 ans. Et c'est à la suite de divers problèmes de vie rencontrés que je me suis à un moment donné arrêtée et me suis posé les bonnes questions par rapport à ça. C'était surtout comment trouver des solutions pour gérer ces émotions qui sont parfois envahissantes, qui sont parfois gênantes, qui nous assaillent de toutes parts quand on vit des moments compliqués. Quel type de problème avez-vous rencontré dans votre 48e année ? J'imagine que ce sont des événements importants qui vous ont touché, du moins qui ont bouleversé votre moi intérieur au point de provoquer chez vous un changement. Que s'est-il vraiment passé pour vous à cette époque ? Le premier gros événement que j'ai vécu, en fait, c'était le décès de ma mère. Donc là, j'étais relativement jeune, j'avais une trentaine d'années. J'ai mis plus de 10 ans à m'y remettre. Et c'était très compliqué. J'ai même fait, je dirais, une dépression nerveuse. Où moi, j'ai tenté de me soigner, je dirais, de façon traditionnelle, mais je ne pouvais pas parce qu'à l'époque, je travaillais donc dans des transports urbains, je conduisais les bus de la ville. Et donc, je ne pouvais pas me soigner traditionnellement. Mais je voyais bien qu'en fait, que j'allais pas bien, quoi. En fait, le truc est là. Quand on se rend compte qu'on va pas bien, on cherche des solutions pour aller mieux. Donc, j'ai essayé pas mal de méthodes. Et le deuxième événement marquant, ça a été mon divorce, où je me suis retrouvée seule avec 3 adolescents. Et le dernier événement marquant, ça a été le burn-out au moment où mon dernier fils a quitté la maison. Je me suis retrouvée toute seule, face à moi-même. Et là, j'ai pas eu d'autre solution que vraiment de me poser les bonnes questions par rapport à moi-même, puisque là, je n'avais plus personne autour de moi.
Après le décès de votre maman à l'âge de 31 ans, un divorce douloureux 5 ans plus tard, puis 9 ans après le départ de votre jeune fils du domicile, vous avez vécu un chaos émotionnel qu'on pourrait nommer syndrome du nid vide. Syndrome qui, soit dit au passage, touche près de 35% des mamans au foyer. Beaucoup de personnes auraient tout plaqué, tout abandonné. Où en étiez-vous à ce moment-là? Et comment avez-vous réussi à surmonter toutes ces difficultés? Alors, où j'en étais? Eh bien, j'en étais au point où je pensais que j'allais mourir. Et où je pensais et espérais mourir. Alors, d'un côté, je me serais jamais fait de mal. J'aurais jamais pu me suicider, parce que j'en étais pas encore à ce stade. Mais j'espérais qu'un arbre me tombe sur la tête. Chaque fois que je passais devant mon ado de platane, là, je me dis, s'il y en a un qui pouvait tomber là, ça serait drôlement bien. Ça m'aurait bien arrangé. Mais en fait, c'est jamais arrivé, donc voilà. Du coup, j'ai été obligée de continuer de vivre, malgré tout ça. Et comment j'ai fait donc pour m'en sortir? Eh bien, mais en fait, j'ai commencé, je me suis vraiment rendu compte, je pense que c'est une prise de conscience, où je me suis dit, bien, alors, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, comment ça se fait que ça ne marche pas? Et je me suis posé les bonnes questions. Comment ça fonctionne tout ça? Et donc j'ai cherché les explications. Donc je me suis fait aider. J'ai été obligée de me faire aider par plusieurs personnes. Donc j'ai testé plusieurs méthodes. J'ai testé par exemple la kinésiologie, ça a été les premiers soins que j'ai reçus. Kinésiologie plus fleur de bac. Ensuite, j'ai essayé la psychogénéalogie. Et ça m'a apporté, si vous voulez, les réponses sur le pourquoi. Comment ça se faisait que je vivais tout ça. Parce que, en fait, j'essayais toujours de faire au mieux pour moi, mais apparemment, c'était pas le mieux demandé. Donc, du coup, j'avais toujours l'impression d'être à côté de la plaque, en fait. Donc ça m'a permis de comprendre le pourquoi, ces techniques-là. Et il s'est passé une chose, c'est que après avoir testé ces techniques, je me suis retrouvée dans une autre situation où après avoir compris le pourquoi, le comment de tout ce qui m'arrivait, je me suis dit maintenant je fais quoi avec ça? Parce que là, c'est comme si on m'avait... ces techniques, c'est comme si elles avaient nettoyé ma maison, rasé ma maison, sans reconstruction derrière. Et là, je me suis retrouvée devant une nouvelle période compliquée où je cherchais d'autres réponses. Et je les ai trouvées plus tard. Et qu'avez-vous trouvé plus tard? Eh bien, plus tard, j'ai trouvé d'autres techniques, dont celle dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le coaching et la PNL. Donc, qui permettent de comprendre notre fonctionnement et de reconstruire, en fait, qui permettent de se reconstruire. Des techniques de reconstruction de la personne. Et donc, là, ça a tout changé, parce qu'en fait, les questions que je me posais après avoir testé ces premières méthodes ont été comblées par l'arrivée de ces nouvelles méthodes, donc le coaching, la PNL et puis d'autres techniques, mais je me concentrerai sur ces deux-là. C'est des techniques qui permettent de travailler sur ses valeurs, de travailler sur son identité, sur les besoins, sur les croyances, sur voilà, plein de thèmes qui permettent de se poser les bonnes questions en vue donc de mieux être, de comprendre comment on fonctionne, de travailler sur les émotions, de travailler sur voilà, tout plein de sujets qui sont très très enrichissants. Pouvez-vous nous apporter votre définition des émotions? Alors la définition du mot émotion, ça vient du latin emovere. Et ça veut dire mouvement vers l'extérieur ou mettre en mouvement. Donc quand j'ai eu cette définition, en fait, j'ai compris que nos émotions, c'était l'énergie que la nature nous avait donnée pour bouger, tout simplement. Et c'est un peu différent du sentiment,
Là, j'ai découvert que le sentiment, en fait, ça vient du mot sentir. Et en fait, le sentiment, c'est sentir le mouvement donc, que nous donne l'émotion. Par exemple, quand j'ai peur, je vais soit je vais attaquer, soit je vais me sauver, soit je vais être prostré. C'est-à-dire que si je cours, je me sauve. Si j'attaque, je vais contre le danger. Et si je suis prostrée, je suis assise et je bouge plus. En fait, c'est 3 mouvements différents. Mais par contre, le sentiment, c'est ce que je ressens de cette peur. Et le sentiment, ça va être, en fait, tu vas avoir une boule au ventre, ou une boule à la gorge, ou des frissons. C'est ces choses-là. Ça, c'est le sentiment. Et les deux sont complètement reliés. L'un ne va pas sans l'autre. Chaque émotion va avoir son lot de sentiments. Alors en fait, c'est pas comme ça qu'on nous présente les choses habituellement. Il existe différentes sortes d'émotions. Alors on dit qu'il y en a 5 primaires. La peur, la joie, la colère, le dégoût, et la 4e, 5e, je sais plus. Bon, enfin, peu importe. Si on dit primaire, c'est-à-dire qu'il y en a des secondaires, c'est-à-dire qu'elles vont découler des primaires. Ça va être un peu comme les couleurs. Quand vous mélangez les couleurs, ça vous donne d'autres couleurs. Et là, on mélange les émotions et ça donne d'autres émotions. Il y a 2 types d'émotions, si on peut appeler ça des types. Des émotions qui donnent de l'énergie et des émotions qui en retirent. On peut dire émotions positives, émotions négatives. Il y a aussi les émotions conscientes, celles qu'on peut se rendre compte qu'elles existent. Et puis il y a les émotions inconscientes. Et c'est surtout celles-là qui sont handicapantes, parce qu'on ne se rend pas compte qu'on les a. Et le problème, c'est que les émotions ont tendance à se sédimenter. Comme dans la nature, la roche se sédimente. Les émotions étant de la vraie matière, si on ne s'en occupe pas, si on ne les exprime pas, elles vont finir par se sédimenter. Et ce qui va, à la longue, générer, va changer notre terrain quelque part. Et ça va devenir notre caractère. Et c'est pour ça que j'explique à mes clients qu'à force de ne pas s'occuper de ces émotions, on finit par devenir très, comme la plupart des personnes âgées, qui n'ont jamais travaillé sur leurs émotions, eh bien on devient pénible, acariâtre, pas sympa, toujours grognon, jamais content, toujours en train de râler. Et voilà. Et bien ça, c'est parce que on n'exprime pas nos émotions quand c'est le moment de le faire. Eh bien justement, aujourd'hui Marianne, comment vivez-vous vos émotions au quotidien ? Votre situation s'est-elle véritablement améliorée ? Alors forcément, ça s'est amélioré. Parce que maintenant, je sais quoi faire avec mes émotions. Dès que je vis une situation qui est pas normale, parce que maintenant, je dirais que c'est le lot de tout le monde, des situations pas normales. Une situation compliquée, dès que je me sens pas bien, tout ça, bien maintenant, je sais ce qu'il faut faire pour aller mieux. Donc ça fait partie du programme que j'ai mis en place dans ma méthode. Justement, expliquer comment on fait pour faire en sorte que nos émotions ne soient plus gênantes ou inconfortables. La technique pour les rendre confortables. Donc ça, j'explique ça. Je mets ça en pratique quotidiennement parce que actuellement, avec le confinement, avec le Covid, avec tout ce qui se passe en ce moment, en fait, toute notre vie a changé considérablement. Donc, au niveau émotionnel, c'est perturbant. Qui qu'on soit, on est des êtres humains et l'être humain fonctionne de telle façon. À partir du moment où il est perturbé, il émet des émotions inconfortables. Et à ce moment-là, si on fait rien, ces émotions vont rester inconfortables à un moment. Et si on a la technique, eh bien, très rapidement, on peut changer notre état en fait, émotionnel. Alors, grâce à la PNL, en fait, on peut changer
d'un instant à l'autre notre état émotionnel. Et ça, c'est vraiment une très bonne technique pour contrôler nos émotions. Contact FM, encore plus de musique. Bien sûr, place à la musique et à la bonne musique. Vous êtes sur Contact FM et si, comme Marianne Lanoux, vous aussi vous souhaitez participer à l'émission et devenir mon invité, eh bien adressez-moi un message privé via Facebook. Je prendrai contact avec vous dans les meilleurs délais. On enchaîne tout de suite avec un morceau musical choisi pour l'occasion. Il s'agit de Glory of Love, qu'on pourrait traduire par La gloire de l'amour. C'est issu de l'album Emotion pour une version signée Xiofox. Si, comme Aladdin, celui de la lampe et du génie, vous aviez la possibilité de choisir parmi 3 vœux, lesquels demanderiez-vous ? Oh, super. Alors, premièrement, pouvoir conserver ma santé, préserver et améliorer ma santé. Deuxièmement, je crois que pouvoir simplifier ma vie pour pouvoir acheter un camping-car et voyager. 3 vœux. On a compris la santé, simplifier votre vie et voyager en camping-car. Mais pourquoi un tel choix et que voulez-vous dire par simplifier votre vie ? La santé, parce que c'est ce qui me paraît être le plus important dans la vie. Tant qu'on a la santé, on peut tout faire. Simplifier ma vie parce que, en fait, on a trop de choses, quoi. Et on perd trop de temps avec toutes ces choses qui ne servent à rien. Et je suis une grande routière, en fait. J'ai beaucoup travaillé sur la route et ça me manque. J'aime bien visiter
les paysages, j'aime bien visiter la France, j'aimerais bien visiter même d'autres pays. J'aime beaucoup voyager en fait. Donc comme bientôt je vais être à la retraite, eh bien j'espère bien pouvoir en profiter à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous motive dans la vie, Marianne? Qu'est-ce qui vous fait avancer? C'est quoi votre carburant quotidien? En fait, mon carburant, moi, c'est aider les autres. J'aime bien aider les autres. Je sais pas pourquoi, comme ça, j'en sais rien. Ça a toujours été, en fait, je passais mon temps à écouter les autres, mais en fait, avant, j'avais pas les outils. Mais maintenant, j'ai les outils, donc c'est d'autant plus intéressant. Parce que je peux vraiment aider maintenant. Avant, je pouvais pas. Courte pause musicale, on se retrouve juste après ça. Magnifique morceau instrumental de Vic Adam et Tony Chapman pour un titre intitulé Coach in Action tiré de l'album Sport. Marianne Lanoux, vous êtes sur Contact FM dans l'émission Musique et Confidence et une nouvelle question me vient à l'esprit. Quel genre de jeune fille étiez-vous à l'adolescence? Plutôt bonne élève, plutôt sage en fait. Je ne me rappelle pas avoir fait de coups tordus comme certains ados peuvent le faire maintenant. Oui, voilà, c'était très calme en fait. Dans quelle région et plus particulièrement dans quelle ville avez-vous grandi? J'ai grandi dans l'Aube. Une partie de mon enfance donc à Bar-sur-Seine. Petite enfance, du CP au 4e, et puis après la chapelle Saint-Luc à côté de Troyes, jusqu'à mon mariage en fait. Qui vous a élevé durant votre enfance? Vos parents, grands-parents, nourrices? Alors j'ai eu mes parents jusqu'à l'âge de 4 ans et mes parents ont divorcé à ce moment-là. Et donc après j'ai été élevée par ma mère. Et donc je vivais avec ma mère et mon frère jusqu'à ce que mon frère se marie. Quels souvenirs gardez-vous de cette époque? De bons ou de mauvais souvenirs? Alors globalement, c'était des bons souvenirs, sachant que mon frère a beaucoup participé à mon éducation puisqu'il avait quand même 7 ans de plus que moi. Donc on a passé beaucoup de moments ensemble
Mais globalement, de bons souvenirs. Bien que des fois, on avait des accrochages avec mon frère, c'était normal, ça. Des bons souvenirs parce que c'était tranquille, c'était bien, c'était cool. Voilà, je me rappelle pas de choses compliquées à cette période-là. Marianne, avez-vous gardé en tête des anecdotes ? Ah oui, par rapport à mon frère, oui. Quand il s'est marié, en fait, j'ai récupéré sa chambre parce que jusqu'à ce qu'il se marie, je n'avais pas de chambre. En fait, j'étais toujours dans le salon. J'ai pas eu de chambre à moi, en fait, tout le temps que j'étais avec mon frère et ma mère. Et du jour où il est parti, j'ai eu ma chambre. Trop bien, trop contente. Vous souvenez-vous de vos camarades, des premiers jeux, des échanges, des partages, mais aussi des premières disputes ou des accords ? Avez-vous gardé le contact avec eux ? Alors, je me souviens bien de mes camarades de classe, oui, surtout ceux de primaire et jusqu'au collège. Après, je suis pas restée très longtemps, du coup, j'ai pas vraiment eu le temps de m'attacher à eux. Donc, en primaire et au collège, oui, je me rappelle bien. Par contre, j'ai aucun contact avec eux. La petite anecdote, c'est que grâce à Internet, il y a un camarade de CM2 qui m'a retrouvée grâce à un logiciel en ligne qui permet aux gens de se regrouper. Donc, j'étais très très contente. Donc, il est journaliste maintenant, et puis on a gardé le contact. On s'est retrouvés avant le confinement, donc j'espère qu'un jour on pourra se voir. Ça pourrait être sympathique. Quel genre d'études ou de formation avez-vous suivi de votre enfance jusqu'à ce jour ? Et pourquoi ce choix ? Alors en fait, j'ai quitté l'école en seconde et je me suis mariée rapidement. J'ai eu mes enfants rapidement. Et après que mon fils ait 4 ans, et en fait j'ai entrepris de choisir un nouveau métier parce qu'en fait j'avais pas de métier. Et donc j'ai une amie qui travaillait au bus de la ville et je voyais ces femmes qui conduisaient les bus et je me disais quand même je dois pas être si bête que ça. Donc du coup j'ai entrepris de devenir conductrice et tout s'est très bien passé. J'ai travaillé dans les transports publics pendant 20 ans. Et en 2010 en fait mon père s'est retrouvé tout seul, donc j'ai dû quitter mon emploi pour aller m'occuper de lui parce qu'il habitait dans le Gers et moi j'habitais à Bourg-en-Bresse, donc ça fait beaucoup de trajets pour pouvoir m'en occuper. Donc j'ai décidé d'aller chez lui. Et mon frère étant décédé, donc il n'y avait plus que moi pour pouvoir s'occuper de lui. Donc j'ai décidé de partir et du coup, en fait, je me suis reconvertie professionnellement et c'est là où j'ai décidé de faire ce que je fais maintenant, donc le coaching, la gestion du stress, des émotions, développement personnel et tout ce que je sais faire maintenant. Donc ça fait maintenant 10 ans que je suis dans cette profession. Durant cette reconversion professionnelle, à savoir dans le domaine du développement personnel, quelle était votre plus grande source d'inspiration ? Là, c'est facile de vous répondre. En fait, c'est la nature. J'ai fait un retour vers la nature, je dirais, à 180 degrés. Je m'inspire beaucoup d'elle parce qu'en fait, on a tout à apprendre. Que ce soit des arbres, des animaux, des plantes, des fleurs. Vous allez me dire qu'il y a le rapport avec les émotions. En fait, même les arbres ont des émotions. Les animaux aussi, la terre aussi. En fait, tous les corps qui sont en mouvement ont des émotions. Et donc, c'est ça qui m'a inspirée, en fait. C'est pour ça que j'ai compris beaucoup de choses, parce que j'ai beaucoup regardé la nature. Et je regarde beaucoup la nature. Et c'est ce qui nous amène à rebondir sur le sujet qui nous rassemble ce soir et vous poser cette question. En quoi la nature, avec un grand N, nourrit-elle vos émotions ? Alors, la nature, en fait, va pas nourrir mes émotions, mais elle va me nourrir dans le sens où elle me permet de comprendre ce qui se passe, comment on fonctionne, comment les choses fonctionnent, comment la nature fonctionne, comment bien nous montre le chemin de savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire.
par exemple, on n'arrête pas de nous dire que le monde va vite, de plus en plus vite, mais en fait, quand on regarde la nature, elle a son rythme. Et si on va plus vite que la musique, en fait, eh bien, on se trompe. Et je pense que moi, j'ai appris à ralentir en regardant la nature. Et plus on ralentit, et mieux on voit les choses. Plus on va vite, moins on les voit. Et donc, ma devise, grâce à la nature, ma devise est devenue un peu, vous connaissez la fable de La Fontaine, hein, le lièvre et la tortue. En fait, c'est rien ne sert de courir, il faut partir à point. Parce qu'en fait, on a des cycles bien particuliers qu'on ne respecte plus. Parce que justement, on cherche toujours à aller au-delà. Mais notre devise, c'est à force de vouloir aller au-delà, et on finit par trouver l'au-delà. Parce que bien souvent, ça nous amène à la mort, de vouloir aller trop au-delà. Donc, comme j'ai envie de beaucoup vivre, de vivre longtemps, eh bien, je m'inspire beaucoup de la nature. Et c'est dans ce sens-là que ça me nourrit. Parce que je trouve la réponse à la vie quotidienne, mais la vraie vie, en regardant la nature. Vous êtes à l'écoute de Contact FM. On marque une courte pause musicale avec Frédéric Visconti pour un titre intitulé First Emotion. Marianne Lanoux est mon invitée dans Musique et Confidence. Vous nous écoutez en direct sur les 88,8 et les 89 de la bande FM, en digital sur www.contactfm.fr ou encore en live depuis ma page Facebook /Ludovic Bezeron. Alors Marianne, maintenant que vous avez accepté de parler de votre enfance, de votre adolescence et de votre vie de femme, si vous me le permettez, poursuivons ce voyage. Vous souvenez-vous d'une période de votre vie où vous avez pu ressentir un changement positif dans votre existence? Quel était-il et à quel moment? Là, c'est pas compliqué, c'était en 2010 quand j'ai découvert le coaching.
où ça a été vraiment une révélation pour moi, de comprendre comment je fonctionnais et puis d'avoir des outils surtout pour diriger ma vie en fait. Parce que ce que j'avais auparavant ça ne me contentait pas du tout, hein. J'avais besoin d'autre chose. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai trouvé de quoi vraiment mettre ma vie en valeur et mieux la diriger. Aussi surprenant que cela puisse paraître, j'aimerais savoir, Marianne Lanoux, ce qu'est le coaching pour vous. Que représente-t-il et quelle part lui accordez-vous dans votre existence ? Alors le coaching pour moi, c'est pour palette d'outils qu'on va utiliser en fonction de nos besoins. Par exemple, bien chercher son identité, donc avec tel ou tel outil, trouver sa mission de vie. Alors la mission de vie, en fait, c'est en fonction de qui on est, en fonction de ce qu'on aime, en fonction de nos talents, en fonction de ce qu'on veut faire, de ce qu'on aime faire. Donc avec tous ces éléments, on va pouvoir trouver sa mission de vie, sa vraie mission de vie. On va aussi pouvoir déterminer qu'est-ce qui est important pour nous, quelles sont nos valeurs, et pouvoir les nourrir pour pouvoir justement Et en fait, on va mettre tout ça en relation pour restructurer sa vie et avoir des résultats beaucoup plus intéressants que ce qu'on pourrait avoir autrement. En fait, c'est une méthode d'organisation de vie. On peut aussi trouver des outils sur les croyances limitantes, et les transformer en croyances dynamisantes. Et avec tout ça, en fait, on va trouver des outils qui vont nous permettre d'avoir les bonnes émotions pour réaliser telle ou telle action. Par exemple, si j'ai besoin de faire quelque chose de minutieux, je vais me mettre dans un état de calme. Ce qui ne sera pas le même état si je veux, par exemple, faire une course de sprint. Ce ne sera pas du tout la même émotion. Et je peux choisir ça. D'ailleurs, les sportifs utilisent couramment ces techniques. Que ce soit les sportifs de haut niveau, les sportifs au tennis, par exemple, on utilise beaucoup ces techniques d'ancrage. Voilà, on apprend tout ça. Donc, le coaching, pour moi, c'est une palette d'outils. Et donc, en fonction de ce qui se passe dans ma vie, je vais utiliser tel ou tel outil. Voilà, et ce qui permet de toujours être aligné par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qu'on veut faire et les résultats qu'on veut obtenir. Quand avez-vous réalisé ou pris conscience que vous étiez en capacité de devenir coach ? À quel moment ? À quel âge ? Quand vous êtes-vous senti prête pour agir, née pour faire ce job, si je peux m'exprimer ainsi ? Eh bien, dès que j'ai... Alors, il s'est passé une chose, c'est que, en 2010, donc, j'ai gagné un séminaire pour aller voir Anthony Robbins. Anthony Robbins, c'est un coach américain qui est très réputé là-bas. Et donc, j'ai pu assister à son séminaire. Et là, j'ai tellement été intéressée par les outils, ça a tellement répondu à mes questions que je me suis dit que que j'avais vraiment trouvé ce qui allait nourrir ma vie les prochaines années. Et c'est très peu de temps après où j'ai décidé d'en faire mon métier, en fait. Parce qu'en fait, depuis que j'ai découvert cette technique, j'en ai pas décroché et je suis toujours restée dedans. Et donc, j'ai connu le coaching en 2010 et en 2012, j'ai fait ma formation de coach. Donc, 2 ans plus tard. Si je comprends bien, vous parlez de la marche sur le feu avec Anthony Robbins. Qu'est-ce que cela a bien pu changer dans votre vie ? Alors, la marche sur le feu, ça a été un événement très marquant pour moi parce qu'en fait, quand je suis arrivée dans ce séminaire, en fait, si je reprends bien, je connaissais pas grand-chose de la programmation neurolinguistique, ni d'Anthony Robbins, de toutes ces techniques-là. Et en fait, quand j'ai su que le soir même, j'allais marcher sur le feu, j'y croyais pas du tout. Et je me dis non, mais moi je suis pas prête là. Ce soir, non, mais pas question. Enfin bref. Donc du coup, j'ai suivi le programme. Et donc 2 techniques principales ont été utilisées, donc des techniques de programmation neurolinguistique, donc ancrage, désancrage, et l'hypnose. Donc sachant que pendant toutes ces techniques, on est conscient, on est
on écoute, on est dans un état complètement normal, hein. Il n'y a pas de transe ni de quoi que ce soit. Mais simplement le fait d'écouter toutes ces choses-là nous permet de nous conditionner pour dépasser nos peurs. Et donc c'est ça qui permet d'aller marcher sur le feu comme si on avait fait ça toute notre vie, quoi. Bon, c'est pas sûr que le lendemain on puisse recommencer. Je pense qu'il faut une certaine préparation mentale pour y arriver. Mais c'est vraiment quelque chose de fabuleux parce qu'en fait, on ressort de là-bas, on sait qu'on est capable de faire des trucs extraordinaires. Et ça donne une force, une puissance fabuleuse. Au cours de ces 10 dernières années, qu'avez-vous réalisé d'extraordinaire pour vous ? Eh bien, en fait, ça a changé quelque chose chez moi dans ma capacité à prendre des décisions. Je prends des décisions beaucoup plus rapidement et je suis moins hésitante. Ce qui fait que, puis maintenant, de toute façon, j'ai plus peur d'entreprendre quelque chose puis de pas réussir, par exemple. Je sais que ça fait partie du jeu. On n'est pas censé tout réussir dans notre vie et l'échec fait partie de la vie. Hein. Et donc, j'arrive à faire plein de choses que je faisais pas avant. Par exemple, j'ai suivi beaucoup de formations pour toujours rester à niveau au niveau du coaching, au niveau de mon nouveau métier. Parce que c'est un métier où il faut toujours être dans l'action, toujours se renouveler, aider les autres et avoir une certaine énergie. Et ça m'a permis de faire ça. Musique et confidence avec Ludovic Bezeron sur Contact FM. Contact FM. C'est le moment pour moi de vous proposer une nouvelle pause musicale, Trompette Atmosphère, interprétée par Michael Dunn. Contact FM, encore plus de musique.
Si vous êtes à l'écoute de Musique et Confidences, sachez que vous êtes au bon endroit. Marianne Lanoux est mon invitée jusqu'à tard ce soir et bien naturellement, nous vous proposons d'utiliser l'espace commentaire de Facebook pour vous exprimer. Déposez vos commentaires, vos remarques, votre avis ou un simple bonsoir pour nous confirmer votre présence. N'hésitez pas non plus à vous manifester en cliquant sur l'un des 7 emojis de votre choix, pouce bleu, cœur, smiley, tout est fonction de votre humeur. On continue avec toujours plus de musique. Il s'agit de Boléro del Sol, un morceau choisi pour sa chaleur et sa douceur de vivre. Un titre joué par Tino Sandores à la trompette et Guy Léonard aux percussions. Vous avez pu le remarquer, eh bien c'est dans une ambiance musicale propice aux confidences que nous avons démarré ce programme, Marianne Lanoux étant à l'antenne de Contact FM pour nous parler du pouvoir des émotions. On ne peut pas parler d'un tel sujet sans évoquer les émotions dans la société. Alors Marianne, comment abordez-vous cela? Expliquez-vous. Les émotions dans la société. Mais en fait, ce qui se passe, ce que j'ai pu constater, c'est que souvent, dans la société, on nous demande, en général, de ne pas ressentir d'émotions. Ce qui me semble, en fait, complètement contre nature. Parce que l'être humain, c'est un être d'émotion, et sans émotion, il n'est pas vivant. Donc, c'est pas possible. Alors, on nous demande, par exemple, d'être professionnel. Et à partir du moment où on est professionnel, on ne doit plus montrer ses émotions. Ce que je considère aussi être contre nature. On ne peut pas aller contre la nature. Donc, maintenant, on voit de plus en plus d'entreprises, des entreprises qui font appel à une technique qui s'appelle l'intelligence émotionnelle. Parce qu'on commence à se rendre compte que l'être humain, en fait, c'est un être émotionnel et que s'il utilise les bonnes émotions, il va avoir de bons résultats. Et oui, il faut vraiment utiliser ces techniques et ne plus empêcher l'être humain d'avoir ses émotions parce que c'est pas possible. On peut pas avoir quelqu'un d'humain et lui demander de ne pas être humain en fait.
C'est pas possible. Donc il faut vite comprendre que dans les entreprises, on embauche des êtres humains, c'est pas des robots. On doit faire avec les émotions de l'être humain. On peut pas faire autrement. Et demander à quelqu'un de ne pas avoir d'émotions, c'est contre nature. Pour moi, c'est contre nature. Alors, on a souvent entendu dans mon ancien temps, je commence à parler comme ça, c'est intéressant, où on disait aux hommes, il faut pas pleurer parce qu'un homme qui pleure, c'est un homme faible. Mais non, en fait, ça n'a rien à voir. Un homme qui pleure, c'est simplement un homme qui exprime ses émotions. Ça n'a rien à voir avec la force ou la faiblesse, par exemple. Alors justement, quel regard avez-vous sur les émotions que les gens peuvent ressentir face à la situation actuelle ? Je veux parler de cette situation sanitaire liée au Covid-19. Alors ce que j'ai envie de dire par rapport à cette situation, c'est que surtout si vous êtes dans une situation compliquée, il faut en parler. La première chose, c'est en parler. En parler avec des personnes qui sont capables de vous écouter, forcément. Parce que si on ne dit pas avec des mots, M-O-T-S, notre corps le dira par des mots, M-A-U-X. Si on n'exprime pas, on imprime. C'est-à-dire que toutes les émotions qui ne sont pas correctement exprimées à un moment donné vont s'imprimer dans le corps. Et si donc on ne le fait pas rapidement, bien on risque tout simplement de se déclencher des maladies, des accidents, des douleurs, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qu'on peut connaître, qui est lié à la non-expression des émotions. Alors dans quel cas exprimer ? En fait, personnes qui se retrouvent, qui tombent malades du Covid, forcément. Ensuite, les personnes qui ont perdu leur activité ou qui vont la perdre. Les personnes qui sont chez elles, qui se sentent enfermées chez elles parce qu'elles ne peuvent pas sortir, confinement, déconfinement, reconfinement. Aussi faire attention à l'euphorie parce que on a envie de sortir, on a envie de reprendre notre vie comme avant, mais bon, faire attention, être prudent parce que par rapport à ça, être trop dans l'euphorie, c'est pas bon non plus. On risque d'aller trop vite. Et donc quand on va vite, on voit pas ce qui se passe. Donc vraiment se poser, réfléchir à quelle émotion on doit avoir pour faire face à telle situation. Et vraiment exprimer. Si vous n'avez personne pour exprimer, prenez une feuille, écrivez ce qui vous arrive. Dites-le. Il faut que ça sorte en fait. Et ça, c'est vraiment le conseil que j'ai envie de donner à tout le monde, c'est de vraiment ne pas garder pour lui ce qu'il a à dire, parce qu'en fait, c'est ça qui peut nous être fatal, je dirais. Alors, on va pas tomber malade du Covid, on va pas tomber malade, mais on va tomber malade parce qu'on n'exprime pas nos émotions. Donc c'est ça que j'ai envie de faire passer comme message par rapport à la situation à laquelle on vit actuellement. Oui, je comprends bien vos explications, mais plus concrètement et de façon moins académique, pouvez-vous me dire en quoi servent nos émotions ? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, si on reprend la définition, les émotions servent à nous faire bouger. Et en fonction de l'émotion qu'on va émettre, on va bouger de telle ou telle manière. Chaque mouvement a son émotion, ou chaque émotion a son mouvement. Par exemple, si on prend la peur c'est une émotion qui est utile pour notre vie. C'est grâce à elle qu'on est toujours en vie. Parce que quand on a peur, donc on évite les dangers. On va l'éviter de deux façons particulièrement, c'est en étant prostré et en se sauvant. Parfois on peut attaquer, là on met plus sa vie en danger. Donc moi c'est les deux premières positions là, c'est être prostré, ne pas bouger ou se sauver. C'est comme ça qu'on va pouvoir rester en vie. Par exemple, la colère, elle va plutôt nous aider à montrer qui on est et à se positionner parfois par rapport à certaines situations. Ou dire non, ou dire parfois il faut qu'on se mette en colère. Et c'est utile aussi de se mettre en colère. Par contre, être en colère tout le temps, c'est complètement, toxique. Parce que l'énergie de la colère est une énergie haute, très haute et très forte.
C'est pour ça que souvent, par exemple, prenez le cas d'une manifestation où on voit des gens qui cassent partout parce qu'ils sont en colère. Bon, on voit bien que c'est toxique. Maintenant, prenez la tristesse, qui est, je dirais, le contraire de la colère. Quand on est triste, c'est utile d'être triste pour se rendre compte que dans une situation, par exemple, quand on doit affronter la mort de quelqu'un, on va vivre de la tristesse. C'est utile d'être triste parce qu'en fait, c'est cette tristesse qui va nous permettre d'évacuer, de pleurer. Souvent, on pleure quand on est triste. Et donc, on va évacuer toute cette tension qu'on a à l'intérieur de nous. Tout comme quand on est très en colère, souvent on pleure aussi. On peut pleurer de joie aussi. C'est quand la joie est trop forte, bien en fait, notre corps pleure. Il évacue. Donc pleurer, c'est quelque chose de très salvateur en fait. Surtout de ne pas s'empêcher de pleurer. Ce qu'on nous a empêché de faire d'ailleurs pendant très longtemps. D'ailleurs, même les enfants, on leur dit arrête de pleurer, c'est très néfaste en fait. On devrait les laisser pleurer. Le temps qu'ils évacuent leur émotion. C'est pas pour nous embêter quand ils pleurent. Parce qu'ils ont une grosse émotion et comme le corps d'un enfant est petit, en fait, il est tout de suite rempli, donc il faut que ça se vide. J'explique ça comme ça. Je sais pas si beaucoup de personnes expliquent de cette façon-là, mais moi je l'explique comme ça. Donc les émotions sont utiles pour notre vie quotidienne. Et donc apprendre à les reconnaître, apprendre à faire ce qu'il faut dans telle ou telle situation, ça nous permet de gérer nos émotions. Et c'est ça qui est intéressant. Donc quand je dis exprimer, en fait il faut simplement les faire sortir. Il y a des trop-pleins émotionnels parce que la nature est très généreuse comme d'habitude. Elle en donne toujours plus qu'il nous en faut. Donc quand la nature nous donne une émotion, eh bien il faut qu'on l'exprime totalement. Et donc on va l'exprimer par le geste qu'on a à faire. Et s'il en reste, eh bien il faut l'exprimer pour que l'émotion soit complètement passée. Comment est-il possible de gérer ces émotions et comment le faire concrètement ? Prenons pour exemple la colère. Alors la colère, c'est une émotion qui donne beaucoup d'énergie et qui est forte. C'est une émotion forte et qui donne beaucoup d'énergie. C'est-à-dire qu'une personne qui est en colère va être agitée. Elle va beaucoup bouger, elle va brasser, elle va crier, tout ça. Alors, aider une personne qui est en colère, c'est pas facile parce qu'en fait, à la limite, il faudrait la laisser tranquille. Parce que en se mettant devant une personne qui est en colère, on se met en danger quelque part. Par exemple, si vous voulez séparer deux personnes qui se tapent, qui se battent, parce qu'elles sont en colère, il y a de grandes chances que vous preniez des coups en même temps. Donc oui, pougnez-les, si vous êtes plus forte que les deux. Si vous êtes moins forte, vous vous éloignez, puis les laisser tranquilles, éventuellement les éloigner du monde et tout ça, éviter que d'autres personnes viennent se mettre dedans. Parce que la colère, en fait, c'est avec la colère qu'on peut tout casser. On casse tout avec de la colère. Ça donne une force monstrueuse. Vous connaissez Hulk? Quand il se met en colère, il casse tout. Voilà, le personnage de Hulk. Donc la colère, c'est une gestion particulière. En fait, il faut laisser retomber la colère pour que la personne se calme et arrête de bouger dans tous les sens. Et un autre moyen, quand la personne n'est pas trop agitée, elle est en colère, c'est la faire parler. Parler. Alors vous lui demandez de raconter ce qui se passe jusqu'à ce que vous sentiez qu'elle n'ait plus grand-chose à vous dire. Et au bout d'un moment, vous allez entendre la personne parler déjà beaucoup plus calmement et puis changer de vocabulaire et redevenir petit à petit plus calme. Et là, on sent la colère descendre. Je m'occupe d'enfants, d'élèves en difficulté. Et dernièrement, j'ai eu affaire à des jeunes qui étaient très en colère par rapport à la situation, par rapport à tout ce qui se passe. Et c'est comme ça que je réussis toujours à les calmer en le faisant parler. Donc je m'assois avec eux et puis je leur pose des questions pour qu'ils parlent. Et pourquoi t'as fait comme ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Dis-moi comment est-ce que t'en penses? Voilà. Je me concentre sur la personne et je le fais parler. Et au bout d'un moment, je sens la colère qui redescend. Et à ce moment-là, on peut parler autrement. Mais dire à une personne qui se met en colère, mais arrête de te mettre en colère, ça sert à rien. Vous allez l'attiser. On l'attise la colère. Forcément. Donc, il faut chercher le moyen de la faire baisser.
Et le seul moyen, c'est que la personne libère l'énergie qu'elle a en elle, quoi. Comme un volcan, si vous voulez arrêter un volcan, c'est pas possible. Bon, nous, on n'est pas des volcans, on n'est pas si puissants. Mais c'est le même principe, en fait. J'entends bien vos explications et au nom de nos auditeurs, je vous en remercie. Pourriez-vous nous donner un conseil en nous indiquant le chemin à suivre dans la gestion de nos émotions ? Donc, pour gérer ces émotions, quand celles-ci sont désagréables, je propose trois pistes. Donc, la première, parce que souvent, nos émotions se déclenchent parce que nos besoins ne sont pas satisfaits. Donc, la première chose, c'est de répondre à nos besoins. Alors déjà, identifier quel besoin on a, répondre à ce besoin. La deuxième chose, ça sera, comme je vous l'ai déjà expliqué depuis le début, c'est exprimer ses émotions, soit en parlant, soit en les écrivant, mais en ne gardant pas les écrits. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez écrit, vous devez détruire ce que vous avez écrit. D'abord, ça ne regarde personne, c'est très personnel. Et ensuite, c'est pour que... symboliquement, si vous voulez, ce que vous ayez écrit, ça retourne à la nature. Vous brûlez la feuille, par exemple, vous la mettez dans la terre, et puis voilà, ça retourne à la nature. Vous redonnez à la nature ce qu'elle vous a donné. C'est tout symbolique, mais le cerveau fonctionne beaucoup avec la symbolique. Et troisièmement, c'est déclencher une activité qui procure du plaisir. C'est-à-dire que si vous aimez, par exemple, aller vous promener dans la nature, vous n'êtes pas bien, allez vous promener dans la nature. Si vous avez envie de lire un bon bouquin, lisez votre bouquin. Si vous avez besoin de prendre un bain, prenez un bain. Allez vous balader. Enfin, faites ce qui vous procure du plaisir. Et avec ces trois choses-là, l'une après l'autre, vous êtes certain de retourner dans une... Donc, je résume. 1. Répondre à ses besoins. 2. Exprimer ses émotions. Et 3. Avoir une activité plaisir. Musique et confidence avec Ludovic Bezeron sur Contact FM. Contact FM. En cette période difficile, entre crise sanitaire et crise économique, comment appréhendez-vous l'avenir ? La peur s'installe et les médias semblent y contribuer largement. Exactement. Alors déjà, en ce qui concerne les médias, ce que je fais, moi personnellement, pour éviter justement de rentrer dans cette spirale de peur, en fait, je les écoute très rarement. Je les écoute qu'à des moments stratégiques où je dois savoir si on a le droit de faire telle chose ou telle chose. Mais je les écoute pas systématiquement. Parce que, en fait, vous pouvez le voir, ça tourne en boucle depuis 1 an, c'est toujours la même chose. Donc on progresse un peu, il y a des changements, mais bon, c'est Covid, vaccin, taux de contamination, ainsi de suite. Et donc là, en restant dans cette spirale, effectivement, on va rester dans une spirale de peur. Donc casser la spirale en les écoutant le moins possible, en écoutant que ce qui est essentiel. Quand même pour rester au courant, parce que malgré tout, c'est dommage de se prendre des amendes pour rien, parce qu'on n'a pas écouté. Donc c'est ce que je fais, j'écoute le moins possible. Et puis, toujours rester centré sur ses objectifs, les objectifs qu'on s'est fixés. Même si les choses sont reportées, c'est pas grave. Pour le moment, l'État pallie tout ce qui est à pallier. On sait bien que ça va pas durer indéfiniment, qu'il va bien falloir que ça redémarre. Mais voilà, toujours rester dans cette dynamique d'objectifs et se concentrer sur ce qu'on fait et pas sur ce qui n'est pas fait ou ce qui reste à faire, parce qu'en fait, on se décourage très vite. Et se concentrer sur ce qui est fait, même si on en fait peu, même si on n'avance pas vite, c'est pas grave, on avance quand même. L'important, c'est d'avancer quand même. Et de toujours garder l'objectif en vue, rester focus sur ce qu'on doit faire. Quand c'est comme ça, on est dans une démarche d'avancement et positive, en fait. Si on regarde tout ce qu'on n'a pas fait depuis 1 an ou ça, en fait, ça casse le moral. Ou tout ce qu'on aurait pu faire, ou tout ce que... Voilà, donc c'est pas bon. Donc il faut vraiment rester centré sur ce qu'on a à faire et toujours se mobiliser à faire quelque chose un petit peu tous les jours. Faire des choses qui nous plaisent en contrepartie pour pouvoir être toujours en dynamique positive. C'est ça qui est important en fait. Alors après, chacun de trouver les moyens pour rester positif, malgré tout ça. Emmanuel Kant, le philosophe prussien, a dit, je cite, «
La musique est la langue des émotions. Qu'en pensez-vous ? Je suis carrément d'accord avec cette citation, parce qu'en fait la musique va nous donner des émotions bien particulières. Par exemple, si on écoute de la musique triste, on va plutôt avoir tendance à être triste. Si on écoute de la musique gaie, on va être gai. Si on veut être au calme, on va écouter de la musique plutôt tranquille. Et si on veut être violent, on va écouter de la musique violente. Ça existe aussi. Donc oui, effectivement, la musique, c'est vraiment un vecteur émotionnel important. Et c'est ce qu'on utilise, la musique, justement, en programmation neurolinguistique pour créer justement des ancrages qui vont nous permettre d'avoir telle ou telle émotion. On utilise beaucoup la musique. Contact FM, encore plus de musique. C'était fort Anna With Love, interprété merveilleusement par Patrick Castagnetti. Chères auditrices et auditeurs, je vous rappelle que depuis votre smartphone, depuis votre tablette ou encore ordinateur, vous pouvez à tout moment nous rejoindre sur la page Facebook /Ludovic Beuzeron et même déposer votre commentaire. Vous pouvez également écouter ce programme en digital sur www.contactfm.fr. Si l'on prend pour exemple les principaux médias tels que la radio, les réseaux sociaux, les grands festivals, les boîtes de nuit, l'univers sacré des jeunes et toutes ces programmations musicales contemporaines, quelle responsabilité ont-ils sur ces jeunes adultes et par conséquent sur ces futurs citoyens ? Alors je dirais que la responsabilité, elle incombe déjà à la personne qui écoute la musique forcément, parce qu'on n'est pas obligé d'écouter tout et n'importe quoi. Donc, mais ce que j'ai envie de dire, c'est quand même de faire attention à quel type de musique on fait écouter aux autres, parce qu'en fait, la musique conditionne, comme je vous expliquais tout à l'heure, elle va nous donner telle ou telle émotion. Et donc, si on veut, dans les années futures, avoir des gens calmes, on va mettre plutôt tel type de musique. Si on veut des gens excités, on va mettre un autre type de musique. Si on veut des gens violents, on va mettre un autre type de musique. C'est pas compliqué. En fait, il suffit de choisir quel type de musique on veut pour rendre les gens de telle ou telle manière. Parce qu'en fait, on se cale à la musique. Dès qu'on entend un peu de musique, on va se mettre à son rythme. Ça fait partie de notre nature, ça aussi. Et donc, ça c'est valable pour les jeux vidéo, c'est valable pour la musique qu'on écoute à la radio, à la télé ou sur notre téléphone. Mais c'est vraiment important de faire attention à quel type de musique on écoute au quotidien, parce que au final, ça nous conditionne.
Et pourquoi il y a tant de jeunes violents actuellement? Parce qu'ils écoutent de la musique violente, continuellement. C'est pas une fois de temps en temps, parfois c'est en boucle, toute la journée. Donc c'est là où il faut être vigilant, à mon avis. Dans le même état d'esprit, les musiques d'ambiance que l'on diffuse dans les centres commerciaux ont-elles un véritable pouvoir sur nos émotions et par là, bien sûr, sur notre consommation? Forcément, parce qu'en fait, chaque émotion, chaque musique va nous mettre dans telle émotion, et du coup, c'est une forme de conditionnement pour nous inciter à acheter, tout simplement. Donc, ça va même plus loin, parce que, c'est de notoriété publique, de toute façon, les magasins utilisent la musique, utilisent les odeurs, utilisent les couleurs et plein d'autres choses pour nous inciter à acheter. Mais la musique en fait partie, oui, effectivement. Finalement, vous semblez dire qu'on ne peut pas vivre sans émotion. L'émotion fait partie intégrante de nos actions. Alors que se passe-t-il lorsque certaines personnes affirment être dépourvues d'émotions? Alors effectivement, on ne peut pas vivre sans émotion puisque c'est le principe même de la vie. C'est les émotions qui nous font bouger. Donc on a des émotions à partir du moment où on est conçu jusqu'à le dernier jour de notre vie, jusqu'à ce qu'on meure. Et donc du coup, on ne peut pas ne pas avoir d'émotion. Chaque mouvement de notre corps est consécutif à une émotion. Comme je vous disais tout à l'heure, les émotions conscientes et les émotions inconscientes. Ça, c'est les émotions inconscientes qui dirigent notre corps. En ce qui concerne les émotions conscientes, quand on peut... Les personnes, effectivement, qui disent « moi, je suis coupée de mes émotions ». Ça, on l'entend souvent. Bon, déjà, elles en sont conscientes. C'est déjà une bonne chose. Ça veut dire qu'elles en ont encore. Mais elles pensent qu'elles sont coupées de leurs émotions. Je me rappelle avoir regardé un film qui s'appelle « Le vieux fusil », qui explique très bien le phénomène du fait d'être coupé de ses émotions et parfois même de la réalité. Donc, c'était l'histoire d'un médecin de campagne qui voit sa femme et sa fille mourir devant ses yeux, abattus par les Allemands pendant la guerre. Et bien à partir de ce moment-là, cet homme se transforme carrément en tueur, alors qu'il n'avait jamais tué qui que ce soit de sa vie auparavant. Et en fait, il tue tous les Allemands qui sont autour de lui. Voilà. Et en fait, son cerveau donc a joué son rôle de protection en le protégeant d'une émotion, une surcharge émotionnelle. Mais par contre, c'est un vrai danger public puisqu'il tue tout le monde autour de lui. Et donc, ce phénomène se produit quand il y a une surcharge émotionnelle, un trop-plein, mais trop-plein violent. Alors, ça peut être violent. Dans ce temps-là, c'est violent parce que c'est un événement qui s'est produit là, à ce moment-là. Mais ça peut être aussi une surcharge dans le temps. C'est-à-dire qu'à force de vivre des événements traumatisants, on peut aussi en arriver à ce stade-là. Au final, en fait, on ne sait plus trop ce qu'on fait, on est déconnecté de la réalité. C'est dans ce sens-là où on est coupé de nos émotions. Mais on ne peut pas ne pas avoir d'émotions. C'est pas possible. Avons-nous des émotions dans notre sommeil? Et si c'est le cas, pourquoi? Car il me semble qu'à ce moment-là, si nous dormons, nous sommes dépourvus d'action. C'est un service qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de la conception jusqu'à la mort. En fait, même la nuit, on a des émotions. On s'en rend pas compte parce qu'on dort, mais notre cerveau est toujours en train d'émettre des émotions en fonction de ce qui se passe autour, en fonction de l'environnement. C'est pour ça que parfois on se réveille, c'est pour ça qu'on rêve, c'est pour ça que... Voilà, parce que c'est toujours en action. Ça ne s'arrête jamais. Le sexe et les émotions, comment ça marche? Bien, être amoureux, c'est une émotion. Faire l'amour, c'est une autre émotion. Ça fait partie de la vie. C'est naturel. Et je dirais que ça fonctionne comme dans tous les autres domaines. C'est une énergie qui est particulière. C'est pas quand on est amoureux, c'est pas la même chose que quand on est assis à une table avec un ami en train de boire un café. C'est pas du tout la même chose. Donc c'est des émotions qui sont distinctes les unes des autres. D'ailleurs, quand on est amoureux, on ressent bien, on se sent pas comme d'habitude. On a des sentiments, on a des réactions différentes quand on ne l'est pas. Et c'est comme toutes les autres émotions.
On peut très bien ne pas avoir assez de cette émotion ou en avoir trop, ça dépend des personnes, ça dépend des conditions, ça dépend d'un contexte. Et c'est comme tout le reste, oui, effectivement, ça peut se gérer, on peut apprendre à avoir telle émotion, on peut tout modifier si on veut. Par rapport à ça, on peut dire aussi que le sexe, forcément, ça va avec l'amour. Faire l'amour avec quelqu'un qu'on n'aime pas, c'est pas terrible. Donc plus il y a de l'amour, mieux c'est. Les deux vont très bien ensemble à partir du moment où il y a de l'amour. Quand il n'y a pas d'amour, c'est un peu artificiel. Et donc dans la vie, on a besoin de toutes ces émotions. Ça fait partie de notre réalité, ça fait partie de la vie, parce que s'il n'y avait pas ça, on serait tous pas là, en fait. On ne dirait personne. C'est grâce à ça que la vie se transmet. Et donc, dans les émotions, c'est ça, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous permet d'être là tous les jours et de pouvoir jouir de la vie. Seulement, si on ne sait pas les utiliser, si on ne sait pas les gérer, en fait, on subit la vie. On ne la vit pas vraiment. Alors, une fois qu'on sait utiliser ces émotions, une fois qu'on sait les gérer, une fois qu'on sait comment ça fonctionne, eh bien, on ne subit plus la vie, on la crée. C'est nous qui décidons quelle émotion on a besoin pour faire telle et telle chose. Et c'est là toute la différence. Contact FM, encore plus de musique. Voilà, c'était un morceau intitulé Cherry Love, issu de l'album Sexy Érotique, interprété par Xovox aux éditions Ibo Music. Je vous rappelle que si vous le souhaitez, vous pouvez toujours nous aider à faire connaître l'émission Musique et Confidence en partageant la page Facebook/Ludovic Bezeron ou en partageant le replay auprès de vos relations, vos amis ou encore votre famille. Je vous en remercie par avance. Pour l'heure, on continue en musique avec ceci.
Vous êtes à l'écoute de Musique et Confidence sur Contact FM. C'était un morceau intitulé Blue in Love, issu de l'album Blues de Gabriel Benamou. Le pouvoir des émotions avec Marianne Lanoux. Dites-moi Marianne, nos émotions sont-elles à l'image des applications d'un smartphone, c'est-à-dire bien rangées dans notre bibliothèque interne ? Pourriez-vous nous en citer quelques-unes et puis lesquelles devrions-nous constamment solliciter ? Alors, est-ce que c'est comme une bibliothèque ? Oui, si vous voulez, on peut dire ça comme ça. En fait, l'idéal serait de pouvoir choisir telle émotion pour telle action à réaliser. Et on aurait forcément le bon résultat à la fin. Bon, ça se passe pas toujours comme ça quand on sait pas faire. Forcément, ça se passe pas du tout comme ça, même. Parce qu'en fait, quand on sait pas faire, on prend ce qui vient. Et on fait avec. Sauf que c'est pas nous qui l'avons choisi au départ. Alors oui, on peut dire que ça peut être comme une bibliothèque, effectivement. Donc je choisis d'avoir telle émotion pour réaliser telle action. C'est l'idéal, ça. Maintenant, la deuxième question, citer des émotions. Alors, je vous ai dit tout à l'heure la peur, la tristesse, le dégoût, la joie, la colère. Et il y en a plein d'autres. Hein. J'ai fait une liste d'à peu près en émotions désagréables. J'ai une liste à peu près 600 mots. En émotions agréables, j'ai une deuxième liste d'à peu près 600 mots aussi. On a un vocabulaire au niveau émotionnel en France qui est très riche. Ce qui fait qu'on peut vraiment avoir une palette énormément d'émotions. D'états d'âme, on peut appeler ça des états d'âme, on peut appeler ça de l'humeur, bonne ou mauvaise humeur. On peut appeler ça état interne, hein. On peut appeler ça sentiment, appelez ça comme vous voulez, peu importe. Mais c'est vraiment ce qui nous anime et ce qui nous permet de réaliser ce qu'on a à faire. Je dirais que l'être humain, c'est l'être dans la nature qui a la palette d'émotions la plus complète. Les animaux, ils ont une palette d'émotions qui leur sont propres. Par exemple, un chat va dormir, va courir après les souris, va manger, va se nettoyer, et puis voilà, c'est la journée d'un chat. Nous, on a une multitude de possibilités à notre service. Et donc, le tout, c'est d'apprendre à connaître tout ça pour pouvoir mieux les utiliser et puis avoir une vie plus riche. Et ça, c'est la richesse de l'être humain. Et donc, à nous de les exploiter, ces richesses. Et de connaître tout ça. C'est pour ça que je suis vraiment ravie d'avoir appris tout ça ces dernières années et pouvoir le partager maintenant avec mes clients et puis vous faire connaître tout ça ce soir. Nos émotions sont-elles provoquées par notre éducation ou notre éducation conditionne-t-elle nos émotions ? C'est notre éducation qui provoque nos émotions. Alors, je vais prendre un exemple. J'aime bien utiliser cet exemple parce que c'est très parlant. Si, par exemple, vous avez appris qu'un ours était gentil, eh bien, le jour où vous allez tomber sur un ours, vous allez avoir envie d'aller le voir, de le regarder, l'observer, rester avec lui, chercher à communiquer avec lui, et ainsi de suite. Par contre, si vous avez appris qu'un ours était méchant, eh bien, vous allez plutôt avoir la réaction contraire, c'est-à-dire que vous allez chercher à le fuir. Parce que, voilà, vous allez avoir peur, et du coup, hop, vous allez chercher l'inverse, donc la fuite. Donc là, ça montre bien que, en fait, ça dépend de la façon dont on nous a appris la réalité par rapport à l'ours. Alors, après, si vraiment vous rencontrez un ours, sachez que il vaut mieux être content de le voir que pas content de le voir, parce que si vous êtes content, vous allez diffuser un certain type d'hormones, et s'il se sent menacé, il risque de vous attaquer. Tandis que s'il ne se sent pas menacé, il va certainement passer son chemin, vous regarder et puis partir. Donc vous êtes plus en sécurité avec l'ours si vous êtes heureux de le voir, que le contraire. Deuxième point, il faut savoir une chose par rapport aux émotions, c'est que ça se transmet. Donc nos parents nous ont transmis des peurs,
qu'ils avaient peut-être, qui n'ont peut-être plus lieu d'être maintenant, mais qui sont toujours à l'intérieur de nous, parce qu'en fait, au bout d'un moment, ça se cristallise. Et je pense même que ça va même plus loin, ça rentre dans l'ADN et que ça passe par les couloirs de l'ADN. Et donc, souvent, on se retrouve avec des peurs qu'on ne connaît pas, on ne sait pas pourquoi on a peur. Et c'est certainement des peurs que nous ont transmises nos parents. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est un travail sur l'inconscient qu'il faut réaliser par rapport à ces peurs. Parce que c'est des peurs inconscientes et qui nous paralysent. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve par exemple à avoir des peurs, peur des araignées, peur des souris, peur... Pourtant, ils nous ont jamais rien fait, mais on en a peur. On ne sait pas pourquoi. Parce que c'est des peurs inconscientes. En conclusion, Marianne Lanoux, qu'est-ce qui vous rend émotionnellement optimiste pour cette année 2021 ? Avez-vous une pensée positive, un mot à offrir à nos auditeurs pour clôturer cette émission sur une note bienveillante ? Eh bien, que chacun apprenne à bien gérer ses émotions, savoir comment ça fonctionne et tout ça, pour pouvoir passer outre ces difficultés, parce qu'en fait, c'est le secret pour évoluer dans sa vie de façon naturelle et non artificielle, comme nous le propose souvent la société, de façon naturelle pour un mieux-être. Et puis, même si tout va mal, on peut malgré tout, grâce à toutes ces techniques que je vous ai présentées aujourd'hui, on peut passer outre ces problématiques et les régler facilement. Et surtout, se sentir bien, se sentir à l'aise, même si on a l'impression que parfois les choses ne vont pas bien. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas facile, vous vous rendez pas compte, vous n'êtes pas dans le truc. J'y suis peut-être pas actuellement, mais j'y étais à un moment donné. Et effectivement, la différence est vraiment flagrante entre le moment où je ne savais pas comment faire et maintenant où je sais faire. Et il n'y a vraiment pas photo. C'est vraiment pour moi le secret pour réussir sa vie et l'améliorer chaque jour, quelles que soient les conditions environnementales, quelles que soient les conditions sociales, quelles que soient les conditions qui nous entourent. Et ça, c'est vraiment important, donc d'apprendre à gérer ses émotions. Merci Marianne Lanoux d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes à l'origine d'une méthode d'expression des émotions sous forme de rendez-vous individuels, également consultante sur Docteur Plus, et tout cela disponible sur Internet via Facebook, LinkedIn et Docteur Plus, dont je mettrai un lien en description. Avez-vous quelque chose à rajouter ? Et c'est moi qui vous remercie pour votre invitation et j'ai été vraiment ravie de partager ces connaissances avec vous ainsi que mes expériences. Et j'espère que j'aurai pu aider certains d'entre vous, certains de vos auditeurs à mieux gérer leurs émotions. Il est temps pour moi de laisser l'antenne au programme de nuit de Contact FM et de vous souhaiter une agréable nuit à tous. Au revoir Marianne. Au revoir Ludovic et bonne nuit à tous. Nous arrivons donc au terme de ce programme nocturne. J'espère que cela vous a plu et que vous avez pris beaucoup de plaisir en notre compagnie. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Musique et Confidence. À très bientôt sur Contact FM.
Chaque mardi soir de 22h à minuit, musique et confidence avec Ludovic Bezeron sur Contact FM. Regardez la région d'une autre oreille.